Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Et tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2023 avec de nombreuses réalisations. J'espère que le travail de la commission de formation vous aidera à réaliser des films de qualité. Quelques chiffres pour notre chaîne YouTube. Plus de 250 abonnés et une moyenne de 800 vues pour nos tutos. C'est quand même une réussite. La grande nouveauté pour l'année 2023, c'est le lancement de la nouvelle émission en direct Carte Blanche A. Le principe, donner la parole à un réalisateur, mettre en ligne son film et pouvoir en parler ensemble lors d'une émission en direct. Donc, dès ce mois-ci, on pourra lancer cette émission. Pour aujourd'hui, nous allons pouvoir dialoguer sur le dernier tuto de Daniel sur la post-production son, le montage. Dès maintenant, vous allez pouvoir poser vos questions et Daniel y répondra en direct. Je vous représente de nouveau l'équipe. Daniel, notre formateur, Patrick à la technique, que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais qui est aux manettes, et Norbert qui animera cette émission et retranscrira vos questions. Oui, bonsoir à tous. Ça monte, on est bientôt une petite vingtaine connectés. Nous sommes réunis encore aujourd'hui pour débriefer l'excellent tuto sur le montage son que Daniel nous fait découvrir pas à pas. Donc, vous avez tous certainement visionné le tuto. Donc voilà, vous pouvez dès à présent poser vos questions sur le chat. Moi, je retranscrirai à Daniel. Daniel, à qui je vais donner la parole. Bonjour à tous. Voilà, écoutez, j'espère que le tuto que vous avez vu vous a paru suffisamment clair. Alors comme je dis dans le tuto lui-même, évidemment ceux qui ne travaillent pas sur DaVinci ne peuvent en retenir que les principes généraux. Le travail proprement dit s'effectue sur le logiciel avec un certain nombre de fonctions qui sont propres à DaVinci et qu'on ne retrouve pas strictement identiques ailleurs, même si, encore une fois, dans les principes généraux, c'est la même chose. Voilà. Donc je pense que tout le monde peut tirer bénéfice. Voilà. Moi, je vous encourage à passer, aussi bien au niveau du montage image, puisqu'il possède vraiment des fonctions très intéressantes, que sur le montage son, où là, effectivement, on a un logiciel unique pour l'instant, qui propose d'une façon intégrée un logiciel de post-production sur le son très élaboré, sans avoir besoin de changer avec tous les aléas. Quand on passe, par exemple, de Final Cut à Pro Tools ou à Logic Pro, c'est compliqué. On a vraiment besoin d'un logiciel spécifique qui permet de faire des exports d'une certaine façon, etc., etc. Et c'est pas simple. Là, vous avez tout intégré dans un même logiciel et vraiment, c'est très intéressant, quoi. Voilà. Pour le montage dans le tuto, moi, j'ai choisi de faire un montage multicam. J'avais 3 caméras, 2 caméras sur la personne interviewée et une caméra sur la journaliste. Et ces caméras tournent en même temps. Et on s'est dit, bien sûr, on peut très bien faire un montage multicam. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous montre dans le tuto. Bon. La particularité du montage multicam, c'est que on fait le montage d'une façon totale, c'est-à-dire comme si c'était une captation. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas d'emblée les parties inintéressantes. On va respecter la totalité de ce qui s'est passé, la totalité des questions, la totalité des réponses. C'est ce que je fais. Ensuite, on recouche les sons comme je le fais dans le tuto qui ont été enregistrés à l'extérieur. Et c'est seulement ensuite, finalement, qu'on va faire du montage, proprement dit, c'est-à-dire éliminer les questions inintéressantes. Comme je vous le dis, à un moment donné, je vous montre comment on coupe de façon à ne garder que ce qui nous intéresse. Bon, ça, c'est une technique. Donc, je résume, je choisis le montage multicam, je fais mon multicam intégral, je recouche les sons qui ont été tournés en extérieur, donc pas sur les caméras, mais sur le F8, et ensuite seulement, je sélectionne ce qui m'intéresse et j'élimine ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, il y a une autre méthode qui vous est certainement plus familière. C'est la méthode du montage image traditionnel. J'ai des rushs, je regarde mes rushs, je vois quelque chose qui m'intéresse, je le mets sur la timeline.
Ensuite, je continue à regarder mes rushs. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ah, là, de nouveau, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je le coupe, point in, point out, et je le fais passer sur la timeline, ainsi de suite. Ça, c'est le montage traditionnel. Je voulais simplement rapidement vous montrer comment on peut faire pour recoucher les sons qui ont été tournés à l'extérieur. Vous avez donc la timeline dans la partie d'édition. Voilà. Je vous montre rapidement la timeline dans la partie montage multicam. La voilà. D'accord? On a donc le montage multicam ici en bleu. On a ici les pistes audio des sons directs des caméras, les sons témoins, les sons qui ne sont pas très intéressants. D'accord? Et en dessous, les 4 pistes qui ont été enregistrées à l'extérieur par le F8. Donc la perche sur la personne interviewée, le cravate sur la personne interviewée, le cravate sur la journaliste et la piste d'ambiance. Voilà. Donc, à partir de là, je vous disais, dans le tuto, on peut couper ce qui n'intéresse pas, etc. Bon. Mais pour ça, auparavant, il faut faire un montage multicam. Or, c'est un peu inintéressant puisque on sait très bien que dans une interview, on va garder une petite fraction, la plupart du temps, des questions et des réponses. Donc, on peut faire directement le montage qui nous intéresse en regardant les rushs un par un. Alors, par exemple, ici, je vais prendre la première caméra. Je vois la personne interviewée avec le son de la caméra, le son témoin de la caméra. Maintenant, ce que je vais faire sur cette image-là, spécifiquement pour commencer, je vais rajouter les sons du F8, mais pas tous. Je vais rajouter uniquement la perche de la personne interviewée, la voilà. Je vais rajouter le cravate de la personne interviewée, le voilà. Je vais prendre mes 3 pistes et je vais les synchroniser. Synchroniser les plans en fonction de la forme d'onde. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai synchronisé le son témoin de la caméra sur la perche, sur le cravate. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce petit travail-là? Je vais aller l'exporter. C'est-à-dire que je vais aller dans la fenêtre qui concerne l'export, la voilà, ici. Je vais choisir d'exporter, je vais mettre un point in ici, un point out ici, à la fin, et je vais l'exporter. Alors, comment je vais l'exporter? C'est là qu'il faut faire très attention. Cette image-là, donc, je vais exporter mes 3 pistes, et je veux que ces 3 pistes soient incluses dans l'image, de façon à ce que, quand je vais faire le montage image, en regardant les parties qui m'intéressent, en les conservant et en éliminant les parties qui ne m'intéressent pas, je veux que ces 3 pistes soient conservées. Donc, je vais aller dans la fenêtre d'export, ici, je vais aller dans la partie audio, et je vais bien mettre dans les pistes de destination toutes les pistes de la timeline. Toutes les pistes. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais faire mon export, ici, quand je vais exporter la vidéo, je vais faire ajouter à la liste d'export. Hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas DaVinci, c'est peut-être un petit peu compliqué. Je vais avoir donc un nouveau rush qui va inclure, bien sûr, l'image, qui va inclure le son témoin de la caméra, et qui va également inclure la perche et le cravate de la personne interviewée, pas de la journaliste, pas du tout, ni le son témoin, ni le son d'ambiance. Ça ne m'intéresse pas, là. Là, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui concerne la personne interviewée. Donc, je vais faire mon export. Une fois que mon export sera fait, je vais, dans ma timeline, écouter les différentes parties, écouter les différents rushs. Par exemple, ici, voilà, par exemple, la réponse. Donc, une application ou un site web. Voilà, la réponse de l'interviewé. Je vais considérer que ça m'intéresse. Je vais garder cette partie, comme je fais d'habitude quand je travaille sur le montage. Vous voyez, par exemple, j'imagine qu'ici, j'ai maintenant mon export. Je décide que cette partie-là m'intéresse. Je la sélectionne avec un point in. Je vais maintenant un peu plus loin où je considère que la réponse est terminée.
je prends ce qui a été sélectionné et je vais le placer maintenant sur ma timeline un peu plus loin, de façon à avoir la partie qui m'intéresse qui est sélectionnée. Voilà. Est-ce que les pistes son ont été assemblées ensemble ou est-ce que tu pourras toujours sélectionner la piste qui t'intéresse sur ce Oui, rush, c'est-à-dire que sur la piste qui m'intéresse, sur celle que je sur ce sélectionne en ce plan? moment, avec mon point in et mon point out, là, alors je ne l'ai pas fait ici parce que évidemment ça prend du temps, je ne vais pas m'amuser à D'accord. faire Mais ça maintenant. tu aurais les trois pistes Je ne l'ai pas au fait, niveau. mais j'aurai les 3 pistes que j'ai vues tout à l'heure. D'accord. Et donc j'aurai une partie qui m'intéresse avec le début de la réponse, que j'arrête à la fin de la réponse à l'endroit qui m'intéresse. Éventuellement, si j'ai une phrase, un bout de phrase que je veux faire sauter, je vais passer sur la deuxième caméra, celle qui filme également la personne interviewée, mais sous un autre angle. Le montage traditionnel, le montage que vous faites quand vous faites le montage d'une fiction, quand vous faites le montage d'un reportage, quand vous faites le montage de façon habituelle. C'est ce que je voulais vous dire que donc il y a une autre méthode que celle que j'utilise en montage multicam pour faire ce montage, tout en faisant bien attention à garder les pistes qui ont été enregistrées en extérieur et à les inclure tout de suite dans les rushs que vous allez utiliser pour faire ce montage. Voilà. Au niveau de la synchronisation, je ne suis pas sûr que tous les logiciels que nos membres utilisent aient forcément la fonction synchronisation par la forme d'onde. Donc là, à ce moment-là, un clap est obligatoire. Alors, le clap est obligatoire. On peut resynchroniser directement sur la forme d'onde. Hein. On agrandit la forme d'onde et on arrive assez facilement en tâtonnant. Bien sûr, il faut tâtonner un petit peu, écouter et jusqu'à ce qu'on n'entende plus de déphasage entre les deux voix. Hein, et à ce moment-là, ça va très bien. Alors, il y a une autre méthode, hein, mais qui est un petit peu plus complexe, c'est le timecode. Donc, pour ça, il faut avoir une caméra qui ressort du timecode, qui va vers un enregistreur, en quelque sorte en esclave, par rapport au timecode de la caméra, et qui va enregistrer toutes les pistes son avec le même timecode que la caméra. Donc à ce moment-là, il y a une fonction dans le logiciel qui permet de, d'ailleurs vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai resynchronisé les pistes son, là, vous avez vu que j'ai synchronisé sur la forme d'onde, et il y avait une option juste au-dessus qui prévoyait de les resynchroniser en fonction du timecode. D'accord. Alors là, Pierre Ancel nous précise que Final Cut Pro a la synchronisation. Il n'est pas sûr que Premiere l'ait, mais je crois que Patrick Lanza tout à l'heure nous disait que sur certaines versions de Premiere, il y a cette synchro. Notre ami Marc me dit Hello Norbert, la synchro existe sur Elius. Donc voilà. Pierre voulait aussi savoir, donc après l'export intermédiaire, peut-on retravailler chacune des pistes au niveau volume, équaliseur, enfin, Ah bah évidemment, bien sans sûr. problème. Bien D'accord. sûr, sans problème. Dans le dernier tuto que je vais faire sur le mixage, je vais revenir là-dessus et qu'on va expliquer comment on choisit, en fonction de quels critères, comment on corrige, comment on pallie les imperfections, etc., etc. C'est le tuto suivant. Mais si vous voulez, on peut en dire 2 mots, sachant qu'on va avoir besoin la plupart du temps de la perche, qui est évidemment, surtout dans une interview avec une perche fixe, comme vous l'avez vu, la qualité du son, elle est à 99,9% garantie, si vous voulez, sur la perche. Alors que le cravate, évidemment, comme il est de moins bonne qualité, ne va servir que de palliatif en cas de problème. Comment peut-on équilibrer justement le son du micro-cravate de l'intervieweur, de la perche de l'interviewé en termes de montage pour éviter une qualité trop différente, trop disparate? Il va falloir faire des corrections. Tout ça, ça anticipe justement le tuto suivant. C'est un outil qu'on appelle un EQ, ou un correcteur de fréquence, qui va permettre de relever, de supprimer des défauts. C'est ce qu'on appelle les corrections. Voilà. Les sons qui sont captés, je crois qu'il y a une grosse importance, tu nous en avais déjà parlé,
qu'il soit en WAV et non pas en MP3. On travaille sur des logiciels et surtout sur des ordinateurs qui sont capables de traiter du wave. Je parlais surtout au niveau, par exemple, de la musique qu'on veut additionner, parce que bien souvent, les gens utilisent des musiques en MP3, et là, il faut toujours conseiller de trouver des fichiers en WAV qui sont de bien meilleure qualité. Bien sûr, oui, bien sûr. Bon, enfin, si c'est une musique additionnelle, comme une musique d'ambiance ou quelque chose de... ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, mais vous savez, pour entendre la différence aujourd'hui entre un MP3 encodé en 920 kilobits et puis un Wave, il faut avoir de très, très bonnes oreilles et de très, très bonnes écoutes, hein. Je crois que tu bannissais le casque et tu conseillais vraiment d'utiliser des enceintes et non pas utiliser le casque, hein. Oui, alors, si vous utilisez le casque, il se passe la chose suivante, c'est que vos oreilles vont avoir d'une façon indépendante l'une par rapport à l'autre, hermétique, c'est étanche, si vous voulez. Le son de l'oreille gauche va dans l'oreille gauche et le son de l'oreille droite, de l'oreillette droite, va dans l'oreillette droite. Bon. Et dans une écoute studio, face à deux haut-parleurs, les deux oreilles entendent à la fois ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite, même si, évidemment, l'oreille gauche privilégie les sons qui viennent de gauche et l'oreille droite, les sons qui viennent de droite. Là, c'est vraiment une idée reçue, parce que dans les clubs, on entend « Oh oui, on utilise le casque, on écoute mieux, etc. » C'est vraiment une idée reçue qu'il faut vraiment casser. C'est vraiment très important, ça. Voilà. Alors, pour nous, si vous voulez, quand vous êtes en train de mixer votre documentaire, votre reportage, c'est évident que je vous déconseille fortement de mixer au casque. Voilà, parce que vous allez avoir quelque chose qui va être artificiel. Voilà. Alors, à moins que tout le monde, après vous, écoute au casque. Alors, à ce moment-là, il faut bien indiquer dans votre film que le son doit être écouté au casque parce qu'il a été mixé pour le casque, spécifiquement. J'ai utilisé une technique de montage, c'est-à-dire le montage multicam, alors qu'il y a une autre technique, le montage traditionnel, celui que vous pratiquez la plupart du temps, puisque le montage multicam, c'est un montage qui est réservé aux captations. Donc, par définition, dans le montage multicam, on monte la totalité de ce qu'on a enregistré, sans faire de choix au départ. Alors, on peut faire des choix après coup, c'est ce que j'indique dans le tuto. Le format audio du DCP, le format audio doit avoir son importance. Qu'est-ce qu'il entend par format audio? Je pense que c'est le web. Wave. Le web. Ah oui, non, mais vous travaillez en Wave 48K, 16 bits, hein, point. Ah. Alors là, il n'y a pas de discussion possible, étant donné que c'est le format audio pour la vidéo aujourd'hui. Mais toutes les caméras enregistrent le son en 48 kilos, 16 bits. Et ça, c'est le standard. Marc nous dit qu'il doit être possible de mixer au casque et travailler avec le vumètre. Quand on arrive à la dernière étape, et quand on veut faire en sorte que les sons soient homogènes du début à la fin, si on est complètement polarisé par le vumètre ou par le picmètre, on finit par faire des bêtises. On finit par ne plus très bien se rendre compte des choses parce que le vumètre et le picmètre, c'est un instrument qui n'est pas qualitatif, qui est purement quantitatif. Qu'est-ce qui est qualitatif? Ce sont vos oreilles. C'est vos oreilles qui vous disent si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors bon, évidemment, le picmètre est utile parce qu'il évite de faire des erreurs, notamment de s'approcher des niveaux de saturation, là, d'accord? Mais sur le mixage proprement dit, l'homogénéité du mixage, il faut mixer à l'oreille. Effectivement, il faut bien toujours penser au spectateur avant tout, quoi. Oui, il faut penser à la cible, il faut penser à la situation dans laquelle vous allez vous trouver, et c'est évident qu'on ne mixe pas de la même façon pour une salle de cinéma que pour une télé. Jean-Luc Jarousseau, là, qui pose une question qui est très intéressante, qui permet de rebondir un peu sur ce que tu disais. Il pose la question, on parle de moins 23 dB alors qu'on demande moins 6 dB à la FFCV. Point d'interrogation. Vous allez avoir des réponses beaucoup plus complètes dans le tuto que Patrick va diffuser très prochainement, et puis également dans le tuto final sur le mixage de l'interview, puisqu'il y a encore deux tutos qui vont venir. Le premier, ça sera les corrections, et le dernier, ça sera le mixage.
Et dans ce tuto, dans ce dernier tuto, je vais revenir sur justement ces niveaux, ces normes. Mais déjà, dans le tuto que vous avez déjà vu, je vous ai déjà dit qu'il fallait analyser les pistes une par une et vérifier que, au moment des dialogues, au moment de la voix présente à l'image, par exemple la réponse à la question de la journaliste, il fallait mesurer le niveau de façon à ce qu'il tourne autour de -12 dB. Ça, c'est ce que j'ai dit dans le tuto. Parce que le -23, c'est une échelle, qui tient compte d'une pondération. Vous regardez votre picmètre et vous tournez autour de -12. Alors, le -12, on va dire que c'est une échelle linéaire qui ne tient pas compte de la sensibilité particulière de notre oreille, des différences entre les aigus, les médiums et les graves, qui ne respecte pas les différents niveaux de sensibilité de notre oreille en fonction des différentes fréquences. Alors donc, je résume. Si vous voulez faire un mixage, déjà maintenant, vous devez, sur votre picmètre, sur la sortie principale de votre logiciel, tourner autour de -12. Pour l'instant, faites ça. Pas -6. -6, c'est complètement erroné. Vous pouvez dépasser le maximum, disons, ça sera -3. C'est un niveau à ne jamais dépasser, bien sûr. Ça correspond à un son particulièrement fort, à un son brutal, un claquement de porte, comme tu dis, ou bien une moto qui passe, voilà, -3. Mais le niveau moyen, par exemple, sur un dialogue, ça sera du -12. Voilà. Dans un premier temps, c'est ce que je dis dans le tuto, faites ce mixage autour de ce -12. Maintenant, il y aura dans ce dernier tuto, et déjà dans le tuto que va vous proposer Patrick très prochainement, il y aura une explication, une prise en compte de cette nouvelle échelle qui tient compte de ce qu'on appelle la pondération, c'est-à-dire des sensibilités différentes de nos oreilles en fonction des fréquences. C'est une question complexe et malheureusement, vous, les vidéastes qui passez dans les festivals, vous ne pourrez pas en faire l'économie. Et Bernard, pour revenir sur la prise de son d'une interview et le montage de l'interview, nous disait: j'ai un doute quant à la dimension stéréo dans une interview. Les sources sont mono, montées comme des sources mono dans Resolve, mais dans ce cas, droite et gauche sont identiques à 100%. Ce que vous faites dans Resolve, c'est vous faites un clic droit sur la piste et vous la passez en mono. Vous allez donc, alors là je suis dans Fairlight, et je vais sur la piste, je fais un clic droit et je mets mettre la piste en. Vous voyez, mono ou stéréo. Alors, si je prends la piste en mono, les deux pistes identiques, par exemple, je prends la piste du son témoin de la caméra. Ouais. Le son témoin de la caméra enregistré en stéréo. On est d'accord. On voit ici les deux pistes. Et elles sont identiques. Donc, ce que je fais un clic droit sur ma piste, je vais mettre la piste en mono. Et voilà, vous voyez ce qui se passe? La piste est transformée en une seule piste. Donc, j'ai plus ce problème des deux pistes qui m'embarrassent plus qu'autre chose, puisqu'en fait, c'est du son mono. Donc, je transforme toutes les pistes stéréo qui ont été prises par les caméras en stéréo, je les transforme en mono. Marc a été obligé de partir, mais il revenait sur le casque pour le mixage. L'intérêt d'avoir un bon casque fermé pour bien ressentir les différences de fréquence. Le casque ne peut servir que dans des cas très, très particuliers. Par exemple, lorsque vous voulez identifier, lorsque vous voulez repérer des choses qui sont masquées par un bruit d'ambiance, par exemple. Quand vous voulez faire une analyse au niveau de la perception de quelque chose. Vous pouvez mettre le casque, vous le mettez un peu plus fort et vous avez un son, puisqu'il est très proche de vos oreilles, qui va peut-être plus facile à contrôler, notamment lorsque vous allez essayer de le supprimer. Voilà, par exemple, je donne un exemple. Vous enregistrez quelqu'un dans un local avec un ventilateur, par exemple. Bon. Alors, ce ventilateur, c'est un bruit de fond, un peu gênant. Vous allez chercher à l'éliminer. Et vous pouvez mettre le casque et puis mettre sur votre piste un correcteur de fréquence, pour repérer quelle est la bonne fréquence qu'il va falloir atténuer. Et peut-être que là, le casque va vous servir à mieux contrôler cette chose-là, à mieux contrôler ce travail de correction de la fréquence.
Mais la Donc, plupart du temps, franchement, la plupart du temps, ne travaillez pas au casque. Merci Daniel pour tout ça. On arrive à la fin de notre émission. alors, il y a encore quelques questions, mais à ce moment-là, peut-être que Daniel, tu pourrais… N'hésitez pas à envoyer à Patrick et à moi, sur nos mails, des questions et on y répond, il n'y a aucun problème. Merci pour votre présence. Et donc, on va conclure cette émission, sachant que donc on va avoir donc les tutos de Daniel, les tutos de Patrick là sur le PAD, et puis bientôt l'émission qui est donc carte blanche A, donc d'ici peu de temps. Donc on vous passera toutes les infos là-dessus. Et merci à tous. Et donc on va conclure notre émission.